Aujourd'hui, c'est la dernière conférence du cycle de l'année 2015, premier semestre. Et nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Jean-Daniel Causse, qui est professeur au département psychanalyse de l'université de Paul Valéry à Montpellier et directeur du centre de recherche interdisciplinaire en sciences humaines et sociales. Voilà, il va nous parler, disons, pour moi, c'est un petit peu un aboutissement des 3 premières conférences. Et je crois ça sera très intéressant d'entendre Jean-Daniel Causse nous parler de l'avenir de l'être humain. Je profite que j'ai le micro pour vous dire que le programme de l'année prochaine est disponible à la sortie. Les dates, les thèmes et les conférenciers sont sur le programme et vous pourrez donc en disposer. J'arrête là mes propos pour laisser Jean-Daniel Causse nous dire des choses intéressantes. On va essayer, oui. Voilà. Voilà. Merci Daniel Roux de cette invitation. J'arrive un peu au dernier moment parce que pourtant je ne viens pas de très loin puisque je viens de Montpellier et puis j'ai eu la bonne idée de vouloir passer par Remoulins en me disant que ce serait plus rapide et puis je suis tombé sur un embouteillage pas possible avec des travaux. Enfin bon, donc j'arrive un petit peu à la dernière minute mais je suis là. Est-ce que vous m'entendez là? Ça va? Ça résonne? Ah, alors je ne sais pas si... Peut-être qu'il faut baisser le... Est-ce que c'est mieux? Bon, voilà. C'est vrai que j'ai l'impression de parler dans une cathédrale, là. Ouais. C'est un temple, c'est bien, mais ça donne le sentiment d'une cathédrale. Ça résonne, peut-être que c'est la résonance aussi. Il faut faire des essais. Ça résonne, je pense. Oui, il y a un petit Larsen, oui. Est-ce que ça va comme ça? Je peux aussi, vous pouvez baisser, je peux parler plus fort. Est-ce que ça va comme ça? Bon, on va essayer. On va y arriver. Voilà, nous allons commencer. Alors, avant d'ailleurs de commencer, je voudrais dire quelques mots un peu plus personnels. En réalité, je voudrais dédier cette conférence à la mémoire de Annie Ansaldi, qui nous a quittés il y a peu de temps. Elle était membre du conseil d'administration naissant de l'association des conférences du Temple qui organise donc ces conférences. Et j'avais eu l'occasion de revoir Annie Ansaldi à Montpellier lorsqu'avec Daniel Roux, elle était venue me rencontrer pour préparer cette conférence. Et je ne l'avais pas revue depuis un moment et nous avons échangé longuement. Et je me souviens de sa fraîcheur, la fraîcheur qu'on lui connaissait, et puis cette soif d'apprendre et de comprendre le monde qui l'a caractérisée, et puis cette conviction de foi qui était aussi la sienne. Donc c'est à sa mémoire que aujourd'hui je dédie cette conférence. Alors, en effet, il m'a été demandé d'aborder en conclusion de ce cycle, même si je n'ai pas eu l'occasion d'entendre l'ensemble des conférences qui ont été données, mais je connais un certain nombre des intervenants, d'aborder la question de l'origine de l'humain et de nouer cette question de l'origine
qui vous a occupé, pour ceux en tout cas d'entre vous qui ont eu la chance de suivre l'ensemble du cycle, de nouer cette question de l'origine à la question de l'avenir, du futur de l'humain, de ses mutations et de son devenir donc en tant que tel. Et donc c'est ce que je vais essayer un peu de développer ce soir. Je vais essayer au fond d'articuler ou de penser cette question de l'origine. Qu'est-ce que c'est l'origine de l'humain? Comment je la pense, moi, l'origine de l'humain, du point de vue qui est le mien, à la question finalement de son devenir possible. Et puis, évidemment, entre les deux, il y a la question du présent, c'est-à-dire la question, évidemment, de savoir finalement qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'être humain. Et donc, vous voyez que quand on pose cette question, évidemment, qui est une question d'un certain point de vue extrêmement vaste, c'est-à-dire parce qu'on voit bien que la question, d'une certaine façon, de l'origine, si elle nous occupe, la question de savoir qu'est-ce que l'humain peut devenir si ça nous occupe, et puis de savoir qu'est-ce qu'il est, en réalité, toutes ces questions qui peuvent nous préoccuper finalement, et qui du coup manifestent aussi votre présence, toutes ces questions, en réalité, elles consistent à se demander, elles ne consistent pas à autre chose finalement qu'à se demander qu'est-ce que ça signifie en réalité d'être humain. Voilà. C'est ça la question. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que ça engage de particulier le fait d'être humain? Et qu'est-ce que ça engage comme forme d'existence particulière, comme forme d'être? Et peut-être aussi, on pourrait dire, comme forme de pensée particulière. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie penser? Ce que signifie d'être humain. C'est ça la question. Et enfin, toutes ces questions, finalement, de l'origine, du futur, sont traversées, en réalité, par cette question de fond, qui est une question évidemment extrêmement vaste. Je vais essayer seulement d'en dire quelques mots, mais dont on voit bien que si elle se pose, si cette question-là de savoir qu'est-ce que ça signifie en réalité d'être humain se pose, c'est qu'on ne dispose pas de réponse évidente. Et en tout cas, on ne dispose pas de réponses qui seraient des réponses, disons, univoques. Peut-être qu'au fond, c'est-à-dire qu'il y a une difficulté à répondre à la question de savoir qu'est-ce que ça signifie être humain, et en tout cas, peut-être ça signifie qu'il n'y a pas de réponse qui serait une réponse précise, peut-être même pas une réponse définitive, peut-être même au fond, peut-être même qu'on pourrait se dire qu'il faudrait peut-être un peu se méfier de ceux qui prétendraient avoir une réponse trop précise sur ce que ça signifie être humain, peut-être une espèce de voile d'ignorance en réalité, sur le fait même d'être humain. Bon, mais la question est là. La question est là et elle nous occupe, elle peut nous occuper, et elle se pose dans une époque qui est la nôtre, qui est une époque, chaque époque est particulière évidemment. Peut-être que chaque époque s'est posé cette question, évidemment. Peut-être même qu'on peut imaginer, je viendrai, que depuis qu'il y a de l'humain, cette question se pose. Mais elle se pose dans une époque qui est la nôtre, dans le temps qui est le nôtre, et dans un temps où, finalement, en réalité, on ne sait pas trop qui on est. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, dans l'espace, dans le temps qui est le nôtre, en tout cas dans le contexte qui est le nôtre, je ne dis pas que c'est comme ça partout pareil, mais enfin, dans le contexte qui est le nôtre, là où on est situé, on cherche des identités, on a peur souvent de ne pas exister, voilà, d'être anonyme, on a peur de disparaître dans l'anonymat, dans la foule. Et d'ailleurs, il y a cette espèce de paradoxe contemporain qui est le nôtre, qu'il faudrait en tout cas penser, réfléchir longuement, mais évidemment je ne peux pas m'y attarder maintenant, finalement, où nous sommes à la fois dans un temps qui célèbre l'individu, qui d'une certaine manière érige ou dresse la figure emblématique de l'individu
telle que la modernité nous l'a léguée, c'est-à-dire en tout cas la figure de l'être autonome, l'être souverain, hein, c'est-à-dire celui qui serait maître de lui-même, maître de son destin. Et puis, vous voyez, le paradoxe, c'est qu'en même temps, on se découvre nous-mêmes, enfin, ce même individu que nous sommes, se découvre incertain, peu sûr de lui-même, enfin, se découvre celui ou celle qui doit constamment faire la preuve de ce qu'il est, qui doit constamment démontrer son existence, dans un monde qui est un monde dans lequel, en réalité, règne le primat de l'image, c'est-à-dire le moi. Donc, avec ceci, sans doute, qu'en réalité, tout cet espace dans lequel nous situons et nous vivons est un espace dans lequel, paradoxalement, il y a peu de singularité. Voilà. C'est ça qui est curieux. Vous voyez, au fond, une espèce de paradoxe dans lequel, en réalité, au moment même où notre temps a célébré avec tellement, ou célèbre avec tellement de force, de puissance, la figure de l'individu autonome, maître de son destin, de son histoire, etc., je dirais, celui qui serait, il pourrait parler à la première personne du singulier, celui qui serait entendu, peut-être que c'est ce même temps dans lequel, en réalité, les singularités disparaissent. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, en réalité, se fond dans l'anonymat des individus en tant que tels que nous sommes, je dirais. Vous voyez, c'est comme quand, dans la publicité, on vous dit, par exemple, devenez quelqu'un en vous proposant d'acheter le même produit de masse que tout le monde. C'est-à-dire, on vous dit, au fond, si vous achetez ce que tout le monde achète, alors vous serez vraiment quelqu'un. C'est-à-dire, ouais, donc il y a cette idée qu'en réalité, on devient quelqu'un en ayant comme tout le monde. Bon, voilà. D'ailleurs, on parle aujourd'hui d'individualisme de masse, qui est quand même un paradoxe en soi, je dirais. Oui. L'idée même d'individualisme de masse, on ne devrait pas pouvoir associer ces deux termes en tant que tels. Bon. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a tout ça, et donc cette question, elle se pose, la question de l'humain, elle se pose évidemment dans un contexte particulier qu'est le nôtre, et donc on a affaire à cela, on a affaire finalement à ce temps qui est le nôtre, et aussi sans doute à toute une série de différences, de distinctions qui ne sont pas simples à établir. C'est-à-dire au fond, qu'est-ce qui distingue en réalité l'être humain de l'animal ? Qu'est-ce qui spécifie l'humain dans le champ, dans le monde de l'animal, dans le monde des vivants, des mammifères supérieurs en tant que tels. Ouais. Cette question, évidemment, est une question beaucoup débattue. Enfin, il y a toute une thèse aujourd'hui qui disent, mais après tout, rien ne distingue. Enfin, l'humain, c'est un animal comme les autres. Il n'y a pas de raison de sortir l'humain, de l'extraire, on pourrait dire, hein, du monde dans lequel il se trouve. Vous voyez, donc, bon, espèce de critique de l'anthropocentrisme, hein, qui est là, etc. Et puis, par exemple, on ne sait pas trop bien non plus, à certains moments, ce qui distingue l'humain de la machine. Hein, c'est un thème, je me demande, qui a été abordé par un des conférenciers, je dirais, c'est-à-dire, en réalité, est-ce que l'humain, c'est une machine réparable, constamment, toujours à perfectionner c'est une vieille thèse d'ailleurs, hein, qui date déjà du XVIIIe, je dirais. Bon, vous voyez, donc toutes ces questions-là sont des questions qui ne sont pas évidentes. Donc, si on essaie de réfléchir à la question de savoir qu'est-ce que c'est d'être humain, si on essaie de penser la question de au fond, qu'est-ce qui pourrait définir l'être humain, l'humanité de l'être humain en tant que tel, on a toute une série de définitions, évidemment, qu'on pourrait discuter, sur lesquelles on pourrait revenir, notamment toute une série de définitions qui essayent de dire, au fond, quelle sorte d'animal est l'humain. Voilà. Qu'est-ce que l'humain, quel type, quelle espèce d'animal, finalement, est l'humain en tant que tel. Et celle dont je pars, celle qui est la mienne, au fond, que je vais défendre, je la défendrai devant vous avec vigueur, vous allez voir. Mais au fond, celle que je défendrai, c'est au fond celle qui consiste à soutenir qu'en réalité, ce qui spécifie l'humain, si on devait en donner une définition, je ne dis pas que c'est la seule, mais c'est celle que je tiendrai, ce serait au fond de soutenir que l'humain est un animal parlant. Voilà.
C'est-à-dire que en réalité, ce qui fait l'humain, c'est qu'il est, disons, un être de langage. Voilà. C'est un animal qui parle. Et je vous dirais d'ailleurs que dès lors que c'est un animal qui parle, précisément, il cesse sans doute d'appartenir au monde des animaux. Enfin, il y a quelque chose qui l'extrait, qu'il sort en tant que tel, je dirais. Bon. Donc il y a quelque chose qui spécifie l'humain, c'est que c'est un être de langage. Voilà. À condition de dire tout de suite que... Enfin, de penser ici que le langage, enfin, je vais évidemment y venir, le préciser, le langage dont il est question ici, je ne le pense pas du tout seulement comme un moyen de communication. C'est-à-dire que le fait que l'humain soit un être parlant, un être de langage, ne signifie pas du tout pour moi, au fond, que je considérais que la parole ou le langage serait seulement un vecteur de communication, un système de signes. Les animaux possèdent des systèmes de signes, et des systèmes de communication souvent assez élaborés en tant que tels, je dirais, bon. Mais que, en réalité, ce qui fait l'humain, c'est que, c'est ce qui le spécifie comme être de langage, c'est qu'il appartient à un monde, alors je vais essayer tout de suite d'expliquer, il appartient à un monde qui est un monde du signifiant. Un monde du signifiant. Et pas du signe seulement, c'est-à-dire, en réalité, ce qui... Dès lors que vous êtes humain, dès lors que vous êtes dans l'espèce humaine en tant que telle, au fond, vous sépare des choses et des êtres. C'est-à-dire qu'il y a un processus qui, au fond, fait que, en réalité, il y a quelque chose qui vous met à distance du monde. Vous ne collez plus au monde dès que vous parlez. Par exemple, je ne vais pas le développer longuement, mais par exemple, ça signifie notamment qu'en réalité, c'est ce qui vous permet de vous représenter une chose en son absence. Voilà, c'est-à-dire, vous voyez, que de donner, au fond, à ce qui n'est pas là, une représentation. Il faut du langage pour ça. Et il faut un rapport au langage tout à fait particulier, en réalité, hein, qui fait qu'en réalité, vous n'êtes plus collé au monde, collé aux choses, hein, mais qu'il y a quelque chose qui fait qu'en réalité, vous êtes même décollé, finalement, du monde en tant que tel, je dirais, bon. Et donc, il y a toute cette dimension du langage qui joue un rôle, évidemment, un rôle qui est important, enfin, sur lequel je vais revenir, vous inquiétez pas, si Daniel Roux m'en laisse encore le temps, mais au fond, ça veut dire que, en tout cas, par exemple, le fait de penser que l'être humain pourrait spécifier comme être de langage ou être de parole, ça veut dire qu'en réalité, c'est pas seulement qu'il parle, c'est d'abord et avant tout qu'il parle parce qu'il a été parlé. C'est-à-dire que l'humain, finalement, ne parle que finalement que si du langage est là, de la parole est là, finalement, s'adresse à lui, le constitue, je dirais. Bon. Et Lacan, le psychanalyste Jacques Lacan, avait une belle formule, comme il savait les trouver, pour dire ce qu'il en était de l'humain, et il disait, au fond, l'humain est un par-l'être. Il contractait, vous voyez, au fond, ces deux termes de parler et d'être, par l'être pour faire un seul mot, hein, pour dire qu'en réalité, ce qui fait l'humain, c'est que, en réalité, c'est un être qui parle, c'est un animal parlant en tant que tel. Bon, alors il y a d'autres définitions, évidemment. Hein, d'autres définitions. Par exemple, il y a celle d'Aristote qui considère que, après tout, au fond, ce qui spécifie l'humain, c'est qu'il est un animal politique. Vous voyez, au fond, que le rapport à la cité, au fond, est la manière d'organiser, finalement. Hein. Bon, il y a la définition de Descartes qui considère qu'en réalité, ce qui fait l'être humain, c'est que c'est un animal qui pense. Voilà. Notre définition. Hein. Bon. Il y a celle de Nietzsche, très puissante, celle de Nietzsche qui consiste à dire qu'en réalité, très puissante, si on la comprend, parce qu'évidemment, elle est assez saisissante, celle de Nietzsche qui consiste à dire, mais au fond, si on devait donner une définition de l'humain, l'être humain, c'est un animal malade. C'est-à-dire qu'en réalité, malade, ça veut dire au fond qu'il y a quelque chose qui est l'humain, qui fait qu'il est malade, non pas accidentellement parce qu'il aurait telle ou telle maladie, mais qu'il y a toujours quelque chose chez lui qui ne va pas. Il y a toujours quelque chose qui est pas, qui pour une raison ou une autre, finalement, ne fonctionne pas. Voilà. Et que celui qui pourrait dire chez lui que tout fonctionne bien, qu'il lève la main.
Donc personne ne le fait. Donc, oui. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose comme ça. Bon. Alors, pour entrer, on peut entrer dans la question de l'humain, de son origine, commençons par là, à partir d'une différence que faisait, mais qui, vous allez voir, recoupe un certain nombre d'éléments de ce que j'ai déjà commencé à avancer, une distinction, une différence que faisait Lévi-Strauss, donc l'anthropologue, l'ethnologue, entre la nature et la culture. Et au fond, une des différences, enfin, un des éléments qu'avance Lévi-Strauss qui est important, c'est de dire qu'en réalité, l'être humain n'existe nulle part à l'état de nature. Mais qu'il existe toujours à l'état de culture. Bon, alors, c'est plus compliqué, évidemment, un peu chez Lévi-Strauss, parce qu'il y a une espèce d'articulation entre la nature et la culture chez lui. C'est pas différencié au sens où il écarterait résolument les deux, mais il y a cette idée qu'à la dimension de nature s'ajoute toujours chez l'humain quelque chose qui s'appelle la culture. Qu'est-ce que c'est la culture pour Lévi-Strauss ? La culture, ça veut dire au fond qu'il n'existe pas de l'humain, finalement, qui ne serait pas situé dans un monde du langage, précisément, c'est-à-dire dans un réseau de signification qui est constitué de toute une série de choses, qui est constitué évidemment de paroles, de règles, de lois. Il n'y a pas d'humain sans loi, sans règles, il n'y a pas d'humain sans rite, sans élaboration rituelle en tant que telle, sans symbole, etc. Bon. Et donc, il y a quelque chose qui, évidemment, est là et marque la question de l'origine, c'est-à-dire qu'au fond, il y a cette idée extrêmement forte, qui, je crois, qui, anthropologiquement, on a vu, et tient tout à fait le coup, et extrêmement solide, qui consiste à penser qu'en réalité, l'humain, les premières marques de l'humanité, les premières traces de l'humanité sont repérables à ce qu'il y a de la culture. Voilà, qui est de la culture. C'est-à-dire que le moment de basculement un peu mythique, finalement, parce qu'on ne sait pas, du passage entre la nature, ce qui serait le stade de l'animal, on pourrait dire, et puis ce qui serait de l'humain, se repère, toujours un peu après coup, parce que c'est une idée un peu mythique, se repère toujours, au fond, avec l'idée qu'il y a toujours quelque chose qui sont des traces de culture. Par exemple, que les premières traces de l'humanité sont repérables en ceci qu'il y a quelque chose qui tient du rite des rites funéraires, des rites des funérailles. C'est-à-dire que dès qu'il y a de l'humain, on ne considère plus que la mort, c'est seulement le fait de périr. C'est terminé. Mais dès qu'il y a de l'humain, on considère que mourir, c'est un fait de culture, c'est-à-dire que mourir, c'est un rapport au monde. C'est un rapport au monde. Et que du coup, c'est plus naturel de mourir. Pour l'humain, c'est jamais naturel de mourir, en réalité. Que mourir, c'est toujours quelque chose qui, en réalité, suppose qu'on organise. On organise quelque chose de la mort. Et vous savez, il y a cette fameuse phrase de Heidegger. Heidegger disait, mais au fond, le périr de l'animal n'est pas le mourir de l'humain. Voilà. C'est-à-dire qu'au fond, vous voyez que l'humain meurt, il ne périt jamais au sens du périr en tant que tel, parce que mourir pour lui organise quelque chose d'autre en tant que tel, c'est-à-dire un mode de compréhension de soi, un mode du langage, etc. Bon. Mais ça, c'est vrai de tout. Par exemple, au fond, on pourrait penser au fait que le rapport à la nourriture est un fait culturel fondamental. C'est-à-dire, dès qu'il y a de l'humain, on ne s'alimente pas seulement. Alors, évidemment, on s'alimente, c'est-à-dire que si on ne s'alimente pas... Donc, vous voyez bien que manger, ça répond à un besoin biologique. Donc, on pourrait dire presque qu'il est naturel. C'est-à-dire qu'il faut bien manger pour survivre. Mais dès qu'il y a de l'humain, le fait de manger, ce n'est pas seulement pour survivre. Dès qu'il y a de l'humain, le fait de manger se trouve organisé comme une dimension finalement de partage. Par exemple, ça veut dire qu'on commence à préparer les aliments, à pas seulement se précipiter sur la bête pour la manger, mais on commence à les préparer en tant que tels. Et donc, en réalité, l'acte de manger devient un fait de culture. Mais par exemple, je pourrais continuer la liste. La sexualité. Dès qu'il y a de l'humain, la sexualité, elle est plus conduite seulement par l'instinct du rut saisonnier qui ferait que, au fond, on se reproduit. C'est-à-dire que dès qu'il y a de l'humain, la sexualité, c'est autre chose. C'est plus du tout ça. C'est aussi ça, on se reproduit évidemment, enfin ça on le sait. Bon. Mais ça veut dire que dès qu'il y a de l'humain, la sexualité n'est plus seulement une reproduction.
n'est plus seulement quelque chose qui devient finalement guidé par l'instinct saisonnier du fait du rut, etc., mais au fond que la sexualité devient une modalité du désir, devient d'une certaine manière une forme de rapport à l'autre, un langage, d'où le fait que c'est toujours très singulier. D'où le fait, j'y viendrai, que ça se répète jamais de la même manière, que chacun l'organise pour lui-même de manière tout à fait singulière, etc. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a tout ça. Et au fond, et de manière centrale, on pourrait dire que la naissance d'un enfant, donc la venue au monde d'un enfant, d'un être humain, donc l'entrée dans le monde d'un être humain, en réalité n'est jamais un fait naturel, n'est jamais quelque chose de naturel. Voilà. C'est-à-dire qu'au fond, on pourrait presque dire, si je devais un peu, j'allais dire forcer le trait, mais je ne crois pas que je le force en réalité, on pourrait dire qu'on ne devient jamais naturellement humain, mais que pour qu'il y ait naissance de l'humain à sa propre humanité, entrée de l'humain dans l'humanité, il faut quelque chose de plus. Ça ne suffit pas, ça. Il faut quelque chose de plus qu'un acte biologique de reproduction. Évidemment, il faut ça. Oui, Lévi-Strauss dirait il y a nature et culture. Évidemment, il faut ça. Évidemment, encore que maintenant, évidemment, on ne pouvait pas penser à une certaine époque qu'on aurait toutes les techniques qu'on connaît aujourd'hui. Bon. Mais il n'empêche qu'il faut bien quand même qu'il y ait l'association, finalement, du masculin et du féminin sous une forme ou sous une autre, donc biologiquement pour qu'il y ait la naissance en tant que telle, je dirais, bon, mais que c'est pas ça qui fait l'humain. C'est pas ça qui fait l'humain. Bon. Ce qui fait l'humain, c'est ce qui s'y ajoute. Voilà. Et ce qui s'y ajoute, c'est quoi? Eh bien, ce qui s'y ajoute, c'est toute une série de choses qui humanisent cette dimension-là, c'est-à-dire toute une série d'éléments qui sont constitués de paroles. Il faut parler, il faut qu'il y ait de la parole, il faut qu'il y ait du langage, il faut qu'il y ait des gestes, il faut qu'il y ait du symbolique, etc. Je dirais. Bon. Et donc, on pourrait dire que l'humain n'est jamais le fruit simplement d'une reproduction, contrairement à ce que notre temps quelquefois voudrait nous faire penser, mais que, d'une certaine manière, l'humain est toujours le fruit d'une procréation, et procréer, c'est jamais seulement se reproduire. C'est toujours quelque chose d'autre en tant que tel qui fait qu'en réalité, il y a une espèce d'association, disons, de la chair et de la parole. Il n'y a pas seulement la chair, il faut qu'il y ait la chair et la parole en tant que tel. Il y a une belle formule du psychanalyste et juriste Pierre Legendre qui dit ceci. Il y a une formule qui dit « Il ne suffit pas de produire la chair humaine, il faut encore l'instituer pour qu'elle vive. » C'est-à-dire que pour qu'il y ait de l'humain, il ne suffit pas de produire de l'humain, il faut encore qu'il y ait quelque chose qui l'institue. Il faut qu'il y ait d'institution. Voilà. Il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse institution, et donc règles, lois, symboliques en tant que tel. Bon, voilà. Et moi je dis souvent ça d'ailleurs à mes étudiants, je dis souvent aux étudiants que en réalité ce qui caractérise sans doute l'être humain, c'est qu'il faut qu'il naisse deux fois. Voilà. C'est ça qui est plus compliqué, c'est-à-dire qu'il faut qu'il naisse deux fois. Il faut qu'il naisse une première fois comme organisme vivant. Je ne dis pas que c'est deux fois au sens chronologique, c'est deux fois comme dans un même mouvement, mais une fois comme organisme vivant, et il faut qu'il naisse une fois comme être parlant. Être de langage, c'est-à-dire qu'il fasse du langage le lieu où il va habiter, sa demeure en tant que tel. Et vous voyez, au fond, être humain, c'est découper dans le monde un monde particulier, qui est le monde finalement du langage en tant que tel. Voilà, donc vous voyez, on a là tout de suite finalement, dans cette distinction entre nature et culture, je la déploie un peu à ma manière, mais on a d'une certaine façon ce qui quand même sépare ou distingue l'humain du monde animal, et qui fait qu'en réalité, on pourrait tout à fait soutenir, en tout cas moi je le soutiendrai assez volontiers, que en réalité, pour l'humain, le monde n'est pas pour lui simplement habitable comme ça, c'est-à-dire d'emblée, on pourrait dire presque spontanément, ou
ou instinctivement, je ne sais pas comment il faut dire en tant que tel, je dirais, mais que le fait d'habiter le monde pour lui, et je pense que c'est originaire chez lui, j'y viendrai, c'est originaire, le fait d'habiter le monde et d'emblée pour lui travailler par la question du sens qu'il y a à être là. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire de vivre? Ben, c'est une question particulière quand même, se poser ça. Qu'est-ce que ça veut dire de vivre? Comment s'orienter dans sa vie? Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ceci ou cela? Je suis devant des choix. Et que dans tout cela, en réalité, dans toute cette dimension organisationnelle qui est celle de l'humain, l'être humain, lui, a quelque chose qui est, dont je vous dirais à la fois que c'est un manque, c'est une carence, et puis que c'est une chance pour lui. C'est aussi quelque chose qui est une merveilleuse découverte pour lui possible en réalité, c'est que l'humain ne dispose pas d'une programmation. C'est-à-dire qu'il ne dispose pas à l'origine, finalement, d'un programme ou d'une espèce de disposition biologique qui lui dicterait d'emblée ce qu'il a à faire. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, alors je ne dis pas que ça n'existe pas chez les animaux, on en discutera, sans doute vous aurez des choses à dire là-dessus, mais il y a quelque chose dans lequel, en réalité, il y a une carte qui est là, une espèce de patrimoine biologique ou génétique qui fait qu'on s'adapte, évidemment. Il y a une adaptation au monde en tant que tel, mais en réalité, il y a chez l'humain quelque chose qui fait que tout ce dont il dispose ici lui-même, parce qu'il est aussi comme ça, il a aussi tout ce patrimoine génétique, biologique, etc., tout ce qui fait qu'il est aussi ça, en réalité, ne lui dit pas comment il va vivre. Tout ça ne lui permet pas encore de savoir comment il va constituer quelque chose qu'il appellera son existence. Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Et quel sens il va donner à son existence. Et au fond, l'animal, lui, on pourrait dire le bienheureux, il ne se pose pas toutes ces questions, je dirais, il est tranquille, quoi. Pour lui, c'est plus calme quand même la vie, quoi, d'un certain côté. Je dirais. Bon, vous voyez que, parce qu'au fond, il dispose naturellement ou spontanément, on pourrait dire, des règles de sa propre conduite. Mais au fond, pour l'humain, disons-le comme ça, pour l'humain, les choses sont jamais seulement comme ça, quoi. Voilà, c'est-à-dire que le monde n'est pas seulement comme ça en tant que tel, je dirais. Il y a quelque chose qui en réalité complexifie finalement son rapport au monde. Alors, je vais le développer encore un peu, mais c'est à la fois, je disais, vous voyez, au fond que c'est une sorte de malchance parce que l'animal est plus heureux que lui, parce qu'il ne se pose pas toutes ces questions, mais c'est aussi une chance pour l'humain. C'est aussi une chance parce que c'est ce qui l'oblige à inventer. Voilà. C'est-à-dire que d'une certaine manière, parce qu'il ne dispose pas de quelque chose qui serait déjà programmé, déjà écrit, déjà là, etc., il est tenu finalement de construire quelque chose, de le forger, de l'inventer en tant que tel. Et ça, c'est une dimension tout à fait importante. Alors, donc voilà, alors disons-le autrement, on pourrait encore le dire autrement, et puis je vais après le décliner, vous allez voir, en 3 points. On pourrait dire, d'une certaine manière, ce serait une façon de définir que d'une certaine façon, l'être humain est une sorte d'animal dénaturé. Voilà, dénaturé. Vous voyez, au fond, il n'est pas du tout naturel de vivre pour lui, il n'est pas naturel dans le monde, son existence, son rapport au monde n'est pas naturel. Pour lui, en fait, rien n'est jamais vraiment naturel. L'advenu au monde n'est pas non plus un fait de nature lui-même, il y a quelque chose qui, d'emblée pour lui, et fait qu'il est un animal dénaturé, ce qui rend sa vie quand même un peu plus compliquée, mais ce qui aussi le pousse ou l'oblige finalement, comme je vous le disais, à inventer des formes de sa propre existence. Alors, je vais à partir de là noter 3 éléments, parce qu'il faut être un peu professoral maintenant. Donc, j'ai noté 3 éléments, 3 points principaux qui, au fond, me permettent un peu de déployer la question la question de l'origine que je viens d'aborder, et puis la question du rapport au futur de l'humain. Et ce sera, au fond, pour moi, une question de penser son présent.
Premier élément, c'est d'abord, je voudrais rappeler, ce sera un des éléments qui sont référés à la psychanalyse, vous allez le voir, je voudrais rappeler ou vous indiquer que pour rendre compte de cette question de l'origine de l'humain, c'est-à-dire pour essayer de penser la question de l'origine de l'humain, Freud a construit un mythe. En fait, bon, je dis que Freud avait construit un mythe qui est le mythe de Totem et Tabou, dont je vais vous dire quelques mots. Enfin, je dis qu'il a pensé à un mythe, mais en réalité, Freud ne sait pas qu'il fait un mythe. Il écrit un mythe, parce que Freud est dans une époque qui est une époque extrêmement positiviste. Lui, il est très décalé. Enfin, il y a quelque chose d'assez unique chez Freud de ce point de vue-là. Mais en réalité, Freud, lorsqu'il écrit ce texte, ce récit assez curieux, très contesté par les anthropologues et ethnologues assez tôt, qui s'appelle Totem et Tabou, Freud a dans l'idée qu'en s'appuyant sur les travaux de son époque, des naturalistes, des anthropologues, des ethnologues, notamment Darwin évidemment, eh bien, il serait possible de remonter, vous voyez, au fond, archaïquement, jusqu'au moment, c'est ça qui l'intéresse, jusqu'au moment où on pourrait situer le passage du monde de l'animal au monde de l'humain, c'est-à-dire le point de bascule. C'est ça que Freud cherche. Freud cherche d'une certaine manière à décrire le point de bascule finalement entre le monde de l'animal et le monde de l'humain. Et en réalité, ce que Freud fait un peu sans le savoir, enfin, il le sait en partie parce qu'il dit qu'il écrit un mythe scientifique, vous voyez. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui est évidemment un peu particulier. En fait, ce que Freud fait, c'est d'écrire un mythe des origines. Un mythe des origines, parce que au fond, c'est ça qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a que le registre mythique, que le langage du mythe qui peut parler de l'origine, qui peut dire quelque chose de l'origine, parce que c'est toujours un rapport insaisissable à quelque chose qui précisément, si on reprend, vous voyez, les catégories de Lévi-Strauss, de nature et culture, est toujours dépassé. On n'est jamais à l'état originaire au sens de nature. On n'est jamais on est toujours pris dans quelque chose qui est toujours dépassé. Et donc, si on veut penser le point de bascule, c'est toujours comme une reconstruction, une espèce de reconstruction logique, vous voyez, en tant que telle, dans laquelle on marquerait le point zéro du début, mais en réalité, au point zéro, vous n'y êtes jamais. Vous êtes toujours au moment 1 où ça a commencé. Et si vous voulez situer le moment zéro, c'est un point mythique. C'est ça qui est en jeu. Alors, qu'est-ce que Freud fait? Je vous raconte un peu l'histoire rapidement, enfin, très vite parce que pour que le temps passe et pour qu'on ait le temps de parler ensemble. C'est que Freud met en scène dans Totem et Tabou, il imagine au fond qu'au départ et à l'origine, il y avait une sorte de, enfin, qu'est-ce qu'il veut dire, de horde, c'est comme ça qu'il appelle horde primitive en tant que telle, je dirais, donc qui était dominée par un chef de clan, qu'il appelle le père de la horde, dont on voit bien que ce n'est pas un père. D'ailleurs, Freud l'appelle père, mais en réalité, ce n'est pas un père, c'est plutôt une espèce de chef de meute, quoi, une espèce de mâle dominant en tant que tel, et qui, au fond, possède tout. Il n'a pas d'autre loi que la sienne, il est soumis à personne, il est tout-puissant, il règne en tyran, voyez, enfin, voilà, en despote sur ce clan en tant que tel, et puis il possède tout, et notamment il possède toutes les femelles du clan, et il chasse ou il tue les fils qui lui font concurrence en tant que tel. Et alors Freud dit, mais après tout, ce qui se passe, vous voyez comment il reconstruit les choses, il dit, ce qui se passe, c'est que les fils, on a eu un peu ras-le-bol, quand même d'être tout le temps ceux qui n'avaient rien, etc. Et puis alors ils ont fait une espèce d'alliance, avec l'idée qu'ils allaient tuer le père de la horde, le chef de ce clan, et qu'une fois qu'il l'aurait tué, alors ils se partageraient le butin. C'est-à-dire à eux, au fond, d'avoir ce dont ils étaient privés. Bon. Et donc les fils, qu'on ne peut pas encore appeler les fils, qui sont encore des espèces de jeunes mâles plutôt, vous voyez, ça n'est pas encore dans le monde de l'humain, commettent l'acte primitif, que Freud pense, c'est-à-dire le meurtre du père, le fameux meurtre du père en tant que tel. Et ce qui se passe est tout à fait différent, c'est qu'au lieu de faire ce qu'ils avaient prévu, c'est-à-dire au lieu
de se précipiter sur le gain ou le butin une fois que le père a été tué et puis de se partager tout cet avoir de jouissance en réalité, ce qu'ils font, c'est qu'ils se l'interdisent à tous. Ils maintiennent une alliance, un pacte, en disant qu'au lieu d'avoir ça, ce qui fera alliance entre nous, c'est qu'on ne l'aura pas. Personne ne l'aura. C'est ça, évidemment, qui se passe. Et au fond, la thèse de Freud, c'est là où elle est très intéressante. Si on la relit, là, vous voyez qu'il y a une espèce de fantasmagorie, hein, une espèce de truc imaginaire, une espèce de légende, etc. Mais si on la relit du point de vue de la structure, la thèse fondamentale de Freud, c'est quoi? Elle consiste à dire que le premier humain a été un fils ou une fille, je dirais, a été au fond, vous voyez, pas le père, qui n'est pas humain, qui est animal, etc., mais qu'au fond, le premier humain, alors, comment ça peut être le premier humain? Parce que quand on dit fils ou fille, ça veut dire qu'on a déjà été précédé. Ça veut dire, au fond, ça veut dire, au fond, qu'il y a déjà quelqu'un avant nous. Hein. Et au fond, la thèse de Freud, c'est ça la dimension de l'origine, c'est que l'humain a toujours déjà été précédé par de la parole et du langage. C'est pour ça, au fond, que le premier humain, pour lui, a le statut de fils, on pourrait dire, et pas de père, c'est-à-dire que le père originaire, c'est celui qui était précédé par personne, c'est pas un père, c'est pas un humain. Le premier humain, c'est celui qui est toujours déjà précédé par du langage. Mais alors, vous voyez, du coup, la question du mythe, c'est comment ça se passe. C'est un peu la fée la poule, cette histoire, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait de l'humain pour qu'il y ait de la parole et du langage, mais il faut qu'il y ait de la parole et du langage pour qu'il y ait de l'humain. Donc, comment ça commence, toute cette histoire? Au fond, c'est pour ça que l'origine est mythique. C'est en ça que l'origine est mythique de manière centrale en tant que telle, c'est-à-dire que l'élément central qu'il faut ici penser, c'est que l'humain, à quelque moment qu'on le prenne en réalité dans l'histoire, n'est jamais le premier d'une série, n'est jamais le premier en réalité, mais il a toujours déjà été précédé par un autre que lui-même, par du langage, etc. Vous connaissez l'histoire d'ailleurs de ce roi de Germanie au Moyen-Âge, qui est une histoire authentique terrible, qui illustre ce que je viens de vous dire par le négatif, hein, qui est le roi Frédéric II. Frédéric II avait cette idée de se dire, au fond, mais si on n'apprenait pas une langue aux enfants, quelle est la langue qui parlerait spontanément? Bon. Et donc, il fait une expérience, qui est une expérience à la fois tragique et épouvantable, hein, c'est-à-dire qu'il sélectionne un certain nombre d'enfants, une dizaine, il les arrache, on pourrait dire, vous voyez, dès la naissance, il les confie à des nourrices, et ces nourrices ont comme obligation, on pourrait dire, hein, comme mandat, hein, de jamais parler à ces enfants, de ne pas leur adresser la parole, de faire le moins de gestes possible, de nourrir au fond comme on nourrirait, comme une machine nourrirait un petit. Vous voyez, au fond, voilà, de les nourrir à la façon d'une machine, hein, avec l'idée de savoir, au fond, au moment où ils vont parler, quelle langue ils vont parler. Et alors, par exemple, il se dit, mais est-ce que du coup, ils parleront hébreu? Parce qu'il pensait que peut-être que c'est la langue des origines, vous voyez, au fond, et que du coup, spontanément, naturellement, l'humain se mettra à parler hébreu en tant que tel. La conséquence, c'est là où elle est tragique, c'est qu'aucun de ces enfants n'a parlé. C'est-à-dire qu'en réalité, et tous quasiment sont morts, hein, c'est-à-dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci, en réalité, que l'humain qui n'est pas précédé par du langage, qui n'est pas pris dans un monde de langage, qui est privé de ça, en réalité, est privé de ce qui l'humanise. Voilà. Est privé de quelque chose d'essentiel qui est aussi important pour lui, enfin même peut-être, j'allais dire même plus, mais aussi important pour lui que le lait qu'il prend, que la nourriture qu'il avale, et que ça le fait vivre au même titre que ça. Ouais. Il y a un texte des évangiles qui dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de la parole ». Ouais, donc c'est ça, c'est-à-dire qu'on ne vit pas seulement de pain, l'humain, il ne vit pas seulement de pain, il vit aussi de la parole. Voilà. Et s'il est privé de la parole, il meurt. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Bon. Donc vous voyez, premier élément en tant que tel, le premier élément que je souligne ici, c'est que, au fond, l'origine nous dit quelque chose qui fait qu'en réalité, l'origine est mythique dans ce sens-là, seul le mythe peut en rendre compte, seuls les grands récits mythiques peuvent en rendre compte, et j'y viendrai parce que le récit de la Genèse, évidemment, dit quelque chose à sa manière, parce que, en réalité, au fond, pour qu'il y ait de l'humain, il faut toujours qu'il y ait l'antécédence du langage, la précédence du langage.
Second élément qu'on peut dire, second point, enfin toujours en lien avec Totem et Tabou, mais évidemment un élément important et qui permet de faire un pas de plus, c'est que vous avez remarqué que dans le mythe des origines tel que Freud l'organise ou le pense, je dirais, en réalité c'est un mythe des origines qui est un mythe de l'incomplétude. C'est-à-dire, il y a cette idée fondamentale chez Freud que en réalité l'humain devient humain à partir du moment où il accepte de manquer de quelque chose, où il n'a pas tout, où quelque chose est perdu. Vous voyez que c'est la perte de quelque chose, fantasmatique, quelque chose qui le ferait tout, qui ferait qu'il aurait tout à sa disposition, qui pourrait tout avoir, tout savoir, tout pouvoir, etc. Mais enfin, c'est la perte de quelque chose en tant que tel qui, en réalité, le fait humain. C'est-à-dire que le monde de la horde n'est pas humain parce qu'il n'y a pas ça encore, que le moment chez Freud où l'humain advient à l'humanité, c'est quand l'être devient un être manquant. Lorsqu'il devient un être manquant, alors, en effet, il advient à l'humanité. Là, on a un dispositif tout à fait central, parce qu'au fond, la thèse de Freud, si on la suivait ici aussi, elle consiste à dire que le sujet est manquant originairement. C'est-à-dire qu'il n'est pas manquant par accident, de parcours, en disant j'avais tout et puis c'est comme si vous avez votre portefeuille dans la poche et puis vous l'avez perdu, mais avant vous l'aviez. Et puis à un moment donné, vous l'avez perdu. Donc originairement, vous n'étiez pas manquant, mais vous avez manqué à un moment donné. Non, la thèse de Freud, elle consiste à dire qu'il est manquant structurellement. C'est-à-dire qu'il est manquant d'origine, et Lacan a une formule pour dire ça, encore une, qui consiste à dire que l'être humain est un manque à être. Un manque à être, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'il manque de quelque chose, c'est son être même qui est manquant en tant que tel, et que c'est une dimension, fondamentale. C'est une dimension fondamentale, notamment ceci, c'est que précisément, alors du coup, ça ouvre quelque chose qui s'appelle le désir. C'est-à-dire qu'en réalité, dès lors qu'on est humain, on ne peut pas seulement vivre en se contentant d'assouvir ses besoins. Vous voyez, au fond, de rabattre quelque chose, au fond, avec tel ou tel besoin qu'il faudrait satisfaire en tant que tel, mais il y a toujours quelque chose qui, chez l'humain, est toujours plus que cela. Il y a un appel, vous voyez, une espèce d'aspiration qui est plus que cela en tant que tel. Vous voyez, il y a cette phrase de Shakespeare, je crois que c'est dans le... je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est dans Le Roi Lear, mais je ne suis pas sûr, je vérifie, dans lequel Shakespeare, dit à un moment donné, fait dire à un de ses personnages, réduisez l'être humain à ses propres besoins, et sa vie ne vaudra pas plus que celle d'un chien. Voilà. C'est-à-dire, au fond, que ce qui fait la dignité presque de l'humain en tant que tel, c'est précisément qu'il n'est pas réductible à ça en tant que tel, mais une espèce de puissance de vie, une espèce de dynamique de vie en tant que tel, je dirais, qui est le fait de désirer en tant que tel. Alors, enfin, je n'ai pas non plus longtemps, mais vous voyez bien, on pourrait là, évidemment développer tout ça, parce que bien entendu, notre société aujourd'hui, qui est une société de consommation, il n'y a pas besoin de faire, il n'y a pas besoin d'être psychanalyste ou d'être anthropologue, de faire de longues études, d'avoir lu beaucoup de livres pour que ce soit vite intégré. C'est-à-dire qu'ils ont tout de suite compris qu'en réalité, ce moteur-là du désir qui consistait à toujours faire quelque chose, si vous distribuez constamment des objets, ça marche. C'est-à-dire au fond que la société de consommation, d'une certaine manière, elle vient toujours faire croire à nos contemporains, donc à nous-mêmes, qu'elle va combler notre manque à être avec de l'avoir. C'est-à-dire au fond qu'elle vous fait confondre le manque à être avec un manque à avoir. Et qu'elle vous fait penser que si vous avez telle ou telle chose en réalité, alors enfin vous arriverez finalement à résoudre, à résorber ce qui est en vous finalement et qui en réalité est beaucoup plus puissant que ça. Voilà. Et d'ailleurs, on pourrait penser qu'il y a une sorte de mythe contemporain, oui, inverse de celui que j'ai esquissé de Freud. Peut-être qu'un des mythes contemporains aujourd'hui n'est pas du tout un mythe de l'incomplétude comme Freud, ou un mythe qui met l'accent sur le manque ou sur la perte, mais est un mythe qui, au contraire, est un mythe de la complétude de soi, c'est-à-dire un mythe narcissique qui, au fond, laisse penser à chacun que, en réalité, au fond, il pourrait
obtenir quelque chose qui lui manque de manière centrale. Alors, on a d'ailleurs cette dimension, j'évoquais le mythe de la Genèse, mais ce serait intéressant aussi de le penser, parce qu'on a, vous voyez, entre le mythe freudien ici et puis le mythe biblique de la Genèse, il y a des liens structurels très forts en réalité. Là aussi, c'est une manière de... Vous voyez, parce que quand la Bible, la Genèse pense la question de l'origine, elle le pense de manière mythique, avec un récit qui est le récit finalement des origines, dans lequel, au fond, vous voyez, ce qui est assez intéressant, c'est que le jardin d'Éden, dont il est question dans les premiers chapitres de la Genèse, le jardin d'Éden, c'est pas du tout un paradis. C'est pas du tout un paradis. Vous voyez, il n'y a pas du tout l'idée dans la Genèse que l'origine est un paradis. Bon, c'est-à-dire que, pas du tout. Parce qu'après, qu'on se le représente comme ça, imaginairement, dans la culture, les arts, etc., bien sûr, on a fait un paradis. Mais enfin, la dimension fondamentale du Jardin d'Éden, c'est que dès le début, il y a quelque chose qui n'est pas là. Et au fond, le dispositif central du récit de la Genèse, c'est de constituer originairement l'humain, au fond, comme celui qui a rapport au manque. C'est-à-dire, alors qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le Jardin d'Éden, Adam et Ève qui sont là, placés dans le Jardin d'Éden, peuvent manger, comme vous le savez, de tous les arbres qui sont dans le jardin, sauf un. Voilà. Il y en a un qui est soustrait à la consommation. Tout n'est pas là. Vous voyez, c'est ça l'idée. L'idée centrale, c'est que tout n'est pas possible. Tu n'auras pas tout. C'est ça la thèse centrale, je dirais, du texte du Jardin d'Éden. Je dirais. Alors évidemment, vous voyez que dès qu'on dit tu n'auras pas tout, c'est foutu, parce que ça veut dire qu'on ne voit plus que ça. Donc, c'est-à-dire que effectivement, dès quelque chose dont vous vous sentez privé, vous êtes omnibulé par le fait que quand même tout problème se pose autour de là. Et au fond, et cet arbre soustrait à la consommation que le récit de la Genèse appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En réalité, dans la langue hébraïque, quand on dit connaissance du bien et du mal, c'est pas du tout comme nous on l'entend, enfin en tout cas c'est pas seulement comme nous on l'entend, bien et mal au sens moral du terme, mais bien et mal dans la langue hébraïque, c'est précisément, ça désigne une totalité. C'est-à-dire au fond vous voyez, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en réalité ça signifie, ça se traduit, en réalité tu pourras jouir du monde. Le monde t'est offert, d'une certaine façon, c'est ça qui est originairement posé en tant que tel, à la condition que, en réalité, ce ne soit pas tout. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui, en réalité, qui prive, qui soustrait, on pourrait dire, la totalité en tant que tel. Bon. D'où après le fait que ça se complique, parce qu'évidemment, le serpent qui va arriver là dans le Jardin d'Éden, comme vous savez, la suite du récit, va dire, mais après tout... Le problème, c'est que Dieu se conserve pour lui ce qui vous prive, donc vous serez comme des dieux, c'est-à-dire comme vous pensez que sont les dieux, c'est-à-dire des êtres tout-puissants. C'est ça évidemment l'idée, je dirais. Donc il crée une espèce de fantasme, je dirais, de l'être tout-puissant en tant que tel. Bon, il faut que j'arrête, je termine encore, mais j'ai presque fini. Alors, je note un troisième et dernier point, et puis j'en aurai terminé pour ce que je voulais vous dire, qui permet de passer de la question de l'origine à celle du futur. J'ai déjà esquissé évidemment un petit peu ça, mais je vais maintenant un petit peu le souligner parce que je crois que c'est un point central. Mais enfin, vous voyez bien que cette incomplétude originaire dont je viens de parler ici, c'est aussi ce qui fait que en nous, il y a quelque chose qui en réalité est jamais, enfin, parce que c'est ça la question du manque. En réalité, le manque, au fond, nous l'éprouvons aussi, nous l'éprouvons aussi comme le fait qu'il y a toujours quelque chose qui en réalité dysfonctionne un peu, on n'est pas vraiment en harmonie avec le monde, c'est pas tout à fait à sa place, c'est quelque chose qui nous tourmente souvent, qui parfois nous fait souffrir. Vous voyez, évidemment, c'est ça qui est en jeu avec nous, je dirais. Bon, vous voyez, il y a Freud, je l'évoquais, mais Freud a écrit un livre un livre important qui s'appelle Malaise dans la culture. Enfin, quand Freud écrit un livre qui s'appelle Malaise dans la culture, c'est presque tautologique, parce que ça veut dire ce que Freud est en train de dire, c'est qu'il n'y a pas de culture sans malaise dans la culture. C'est-à-dire que le malaise, il est au programme de la culture. Dès qu'il y a de la culture, au fond, ça ne marche pas bien, quoi. Dès qu'il y a l'organisation humaine en tant que telle, c'est pour ça que ce n'est pas le paradis. Il y a toujours quelque chose qui
on s'organise, ça marche plus ou moins bien, etc. On trouve des arrangements, on trouve des fonctionnements, mais vous voyez bien que ce fonctionnement ou ces fonctionnements qu'on trouve culturellement sont toujours aux prises avec quelque chose qui en réalité n'est pas posé d'emblée ou donné d'emblée comme quelque chose qui marcherait bien. Bon. Et Freud, dans Malaise dans la culture, cette phrase consiste à dire que, en réalité, ce qui caractérise l'humain, c'est qu'il est toujours un peu boiteux. Encore une fois, il n'est pas boiteux par accident, parce qu'il lui arrive un truc. Il est boiteux de structure. Il n'y a pas d'humain qui ne boite pas quelque part. Ça n'existe pas. Et donc la question, c'est de savoir comment vous avancez dans le monde quand vous boitez un peu. Comment vous faites? Qu'est-ce que vous inventez? Comment vous organisez les choses en tant que tel, je dirais. Bon. Et donc, il y a cette idée évidemment centrale chez Freud, une idée anthropologique extrêmement intéressante, qui a toujours dans un rapport au monde quelque chose qui est un peu symptomatique, c'est-à-dire quelque chose qui en réalité fait que, au fond, c'est pas tout à fait adéquat, c'est pas ça, ou c'est trop, ou c'est pas assez, ou c'est pas sa place, etc. Et toute cette dimension qui est là en nous, en chacun de nous de manière toujours très singulière, ça c'est aussi tout à fait singulier, c'est aussi ce qui fait qu'en réalité, il va falloir inventer quelque chose. Voilà. C'est-à-dire qu'il va falloir créer. C'est à cause de ça, d'une certaine manière, je pense que l'être humain est aussi cette espèce particulière qui finalement ne vit pas seulement, mais invente. Invente pour cette raison-là. Invente parce que ça dysfonctionne en lui. Alors, voilà. Alors, pas avec l'idée qu'il va arranger tout ça, mais au fond, avec l'idée qu'il faut organiser ça, plutôt. Avec l'idée qu'il faut finalement en faire quelque chose, qu'il faut faire quelque chose de ça en tant que tel. Bon. Et ça, c'est une dimension centrale. Je ne peux pas développer là, parce que maintenant le temps me manque vraiment, mais par exemple, il faudrait penser cette idée qui est une idée extrêmement, à mon avis, intéressante, mais ce n'est pas le lieu de le réfléchir évidemment dans le cas de cette conférence, mais que du coup, c'est pour cette raison, me semble-t-il, que Freud abandonne l'idée qu'il y aurait une normalité psychique. C'est-à-dire que du coup, parce que quand vous pensez qu'il y a une normalité psychique, c'est-à-dire que vous avez une mesure ou un étalon qui vous permet de savoir si vous êtes anormal. Voilà. Au fond, l'idée de Freud, c'est que tout le monde est un peu anormal. C'est ça l'idée. C'est ça, au fond, la condition humaine, c'est la névrose pour lui. Et la condition humaine, c'est que, au fond, la santé. Qu'est-ce que c'est la santé psychique pour Freud? C'est que c'est la façon dont vous inventez pour vous-même votre propre façon de vivre. Voilà. Donc vous créez quelque chose en tant que tel, et ça, c'est une dimension évidemment singulière. Alors, à la fois, c'est ce qui rend notre vie sans doute plus compliquée. Peut-être qu'on pourrait rêver d'une vie mieux adaptée au monde, plus adéquate finalement au monde et à sa réalité, plus en phase, on pourrait dire. Mais c'est aussi, je le répète encore une fois, ce qui fait que originairement, l'humain trouve, on pourrait dire c'est ça son point d'origine, me semble-t-il, trouve dans son point d'origine non pas quelque chose qui serait là déjà à disposition, un programme, etc., mais trouve quelque chose qui lui fait défaut. Voilà. Et que parce qu'il y a quelque chose qui lui fait défaut, alors il doit inventer sa solution. Il doit trouver sa propre solution en tant que tel. Voilà. Et ça, c'est une dimension qui est une dimension fondamentale, c'est-à-dire, ou pour le dire autrement, qu'on pourrait dire aussi comme ça, j'y pense à l'instant en vous parlant, on pourrait dire d'une certaine façon que originairement, il y a quelque chose qui est une structure de l'indétermination chez l'humain. C'est-à-dire qu'il est fondamentalement, originairement, posé comme celui qui n'est pas déterminé par avance. Voilà. Bon, alors on se souvient, je termine, enfin, ça fait un moment que je dis que j'ai terminé, mais je termine vraiment. On se souvient que dans les années 70, Foucault avait fait scandale lorsqu'il avait écrit dans les mots et les choses, il avait annoncé de manière un peu nietzschéenne la mort de l'homme. Alors, du coup, ça a fait beaucoup, à cette époque-là, maintenant un peu ancien, il avait annoncé de manière quasi un peu prophétique, un peu nietzschéenne, la disparition de l'homme. Sans qu'on comprenne que, en fait, ce qu'il voulait dire, c'était quelque chose de très particulier. Il ne s'agissait pas du tout, évidemment, de dire pour lui que l'humain allait disparaître au sens d'une espèce de cataclysme, etc. Mais en réalité, ce qu'il voulait dire, c'est que, au fond, ce qui avait disparu historiquement, ce qu'on pourrait dire, c'est l'humain
pensé comme une sorte d'identité immuable. L'humain pensé comme une sorte de substrat. Vous voyez, quelque chose qui serait une espèce de continuité intangible, toujours la même en tant que telle, mais qu'en réalité, au contraire, ce qu'il fallait appeler humain, c'était un concept historique, toujours construit, lié à un ordre du discours, toujours culturellement situé, et que, en réalité, il fallait entendre sous le nom de humain, il fallait entendre par humain, par homme, par humain, ce qui doit toujours finalement s'inventer, ce qui s'invente toujours. Bon. Et que donc, d'une certaine manière, l'humain est une figure de l'ouvert. C'est une figure de l'ouvert, il y a une figure, c'est ça la figure du devenir, hein, c'est-à-dire qu'il y a toujours finalement structurellement en lui l'attente de ce qu'il peut encore devenir, voilà, et qui n'est pas encore su, et donc peut-être que d'ailleurs sa dignité, on pourrait dire d'une certaine manière que la dignité de l'humain, si on devait employer un terme un peu plus philosophique et éthique, hein, que la dignité de l'humain a toujours été de ne pas simplement consentir à ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose arrimé à la dignité de l'humain, de ne pas, au fond, consentir à quelque chose qui serait son destin, au fatum, comme on dit, voilà, hein, c'est-à-dire aux choses telles qu'elles sont. Hein, bon, voilà. Et ça, je pense que c'est une dimension, évidemment, qu'il faudrait, là encore, penser et développer, parce que c'est une dimension de protestation, évidemment, sans doute extrêmement importante, à une époque où, sans doute, nous sommes dans un temps où tout nous pousse, enfin, toute une série de choses, en tout cas, nous pousse, finalement, du côté du consentement à notre propre destin. C'est-à-dire de la résignation, finalement, à notre propre destin en tant que tel. Ou alors, parce que peut-être que c'est un peu la même chose après tout, ou alors une époque qui nous fait miroiter le dépassement de soi seulement sous la forme narcissique de l'augmentation de soi-même. Ce qui est tout à fait autre chose, hein. Mais au fond, qui nous ferait penser qu'en réalité, qui nous donnerait comme promesse, on pourrait dire, hein, comme promesse, le surplus de jouissance qu'on pourrait encore obtenir, voilà, hein, ou l'assouvissement de nos propres intérêts. Mais tout cela, c'est une façon de réduire en réalité le sujet humain à son corps animal. Alors que notre dignité, c'est sans doute de pouvoir s'élever, mais s'élever d'une autre façon, c'est-à-dire s'élever en pensant toujours l'humain comme, au fond, ce qui reste encore une possibilité. Ce qui reste encore une possibilité en tant que tel. Et au fond, c'était sans doute ça la thèse de Foucault, mais je ne vais pas la développer ici. On pourrait la reprendre de manière différente en disant qu'en réalité, l'homme n'est pas seulement ce qui est, hein, ce qu'il y a là, ce qui est déjà installé, mais qu'il faut entendre par humain ce qui doit encore commencer. Voilà, que d'une certaine façon, l'humain est toujours une puissance du commencement. Voilà, une puissance du commencement en tant que telle, et que sans doute que son avenir se tient là. L'avenir sans doute de l'humain se tient dans sa propre capacité à penser qu'il est toujours une puissance du commencement. Bon voilà, j'arrête là, donc j'ai assez parlé maintenant. Voilà, je vous remercie de votre attention en tout cas. Voilà, merci beaucoup pour cette conférence. Je pense que tout le monde en a profité. Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord? Bon, très bien. Alors, c'est le moment des questions. Ce que je vous demande, c'est de poser une question la plus précise possible, courte, et ne pas faire une conférence quand vous posez la question de manière à ce que le maximum
de personnes puissent poser des questions. Alors, je vais peut-être commencer par la première, puisque j'ai le micro. Qu'est-ce que vous pensez du transhumanisme ? C'est pas mon sujet de ce soir. Vous avez déjà eu une conférence là-dessus, non ? Oui, ben c'est pour ça. Bon, enfin, si je devais en dire quelques mots, je vais essayer d'en dire quelques mots en lien ou en rapport avec ce que je viens de vous dire à l'instant. C'est-à-dire que ce qui me semble en réalité, c'est que bon, il y a plusieurs choses qu'on peut dire. La première chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a dans ce qu'on appelle, enfin, dans ce qu'on met sous le terme transhumanisme, beaucoup, on pourrait dire, enfin, il y a toute une dimension dont on peut dire en réalité que c'est encore une dimension qui est assez fantasmatique, c'est-à-dire qui tient encore de la science-fiction. C'est-à-dire, vous voyez que ça, pour ça que ça alimente évidemment tout un imaginaire, des croyances, des idées, etc. C'est-à-dire que, au fond, l'idée d'un post-humain, parce qu'au fond, dans le trans, c'est quelque chose qui dépasserait, qui traverserait et qui serait un nouveau stade en tant que tel. Je dirais, bon, c'est-à-dire qu'il y a évidemment toute une part qui est une part en réalité dont on peut dire qu'elle n'a pas d'assise pour l'instant, autre que les récits fictifs, les fictions qu'on peut en faire. Ça, c'est un premier élément. Le second élément, c'est qu'il y a, si je devais aborder un point de vue critique, c'est celui que j'ai développé ce soir, c'est qu'il y a la part critique que j'aurai à l'égard de ce qu'on appelle le transhumanisme. Je ne rentre pas dans les détails de ce qu'il est, parce que c'est une réalité complexe, bon, sur les auteurs, etc. Bon. C'est qu'il y a évidemment quelque chose qui, au fond, tient, on pourrait dire, de la poursuite du rêve d'infinitude que je viens d'évoquer à l'instant. C'est-à-dire qui tient à cette idée que, après tout, au fond, au-delà de l'humain, qu'est-ce qu'il y aurait ? Il y aurait l'humain réparé. Réparé. Voilà. Mais vous voyez bien que ça n'arrivera jamais. Parce qu'au fond, ça supposerait que ceux qui seraient à réparer, alors on peut toujours réparer des tas de choses. Si vous ne voyez pas bien, on peut penser qu'on va améliorer, et puis on vous fera voir plus loin, etc. etc. Enfin, bon, on peut réparer des tas de choses sur l'humain, mais il y a de l'irréparable dans l'humain. C'est ça que ça veut dire. Il y a de l'irréparable. Il y a de la faille dans l'humain qui n'est pas réparable. Voilà. Et au fond, il y a quelque chose qui, en réalité, dans le discours transhumaniste, voudrait faire croire ou laisserait penser en tant que tel qu'on pourrait réparer l'irréparable. Voilà. Mais on ne répare pas ce qui est de structure. Ce qui fait que précisément, donc vous pouvez réparer tout ce que vous voulez, il restera toujours quelque chose qui en l'humain fera qu'il aura affaire finalement à ceci que en réalité il restera toujours un peu boiteux quelque part. Donc parce que la boiterie dont il est question n'est pas une boiterie qui est une boiterie accidentelle, conjoncturelle ou tout ce que vous voulez, mais elle est structurelle. Alors, si, je termine juste un mot de plus, si par contre je vais un peu plus loin, pour pas seulement sur le versant critique, je pense qu'il faut être attentif qu'elle m'associe. Il faut être attentif que la critique qu'on peut adresser au courant humaniste, à la pensée humaniste, etc., ne devienne pas une sorte, comment dire, et ça je pense l'avoir dit fortement ce soir, une sorte d'éloge de la résignation de soi. C'est-à-dire, vous voyez, quand on vous dirait, mais écoutez, au fond, du coup, après tout, contentez-vous de ça. Contentez-vous de ça. Vous voyez, donc, une forme finalement de fatalité admise, de soumission de l'être, on peut dire, finalement, à quelque chose qui serait ce qu'on appellerait sa condition. Or, je pense qu'en réalité, c'est ni du côté effectivement de la dimension de la réparer l'irréparable, ni du côté finalement de ce qui serait une sorte d'abaissement de l'humain, qu'il appartient au contraire fondamentalement à l'honneur et à la dignité de l'humain, au fond de ne pas subir sa propre condition. Voilà, de ne pas subir sa propre condition. Et au fond, alors je vais le prendre juste avec un exemple, je termine là pour qu'il y ait le temps des questions. Il y a un très beau texte de Paul Ricoeur qui s'appelle Vivant jusqu'à la mort, dans lequel le philosophe Paul Ricoeur dit que le rapport de l'humain à la mort devrait être à la fois un rapport d'acceptation
et un rapport de protestation. C'est-à-dire au fond de non-résignation, et que c'est les deux à la fois. C'est-à-dire que vous voyez et qu'il faut tenir toujours en même temps l'acceptation, le consentement à sa propre condition, finitude, etc., et la non-acceptation à sa propre condition, et que l'un, au fond, c'est pas seulement s'équilibre, l'un se pense par rapport à l'autre. C'est ça qui est en jeu. Merci. Une question là-bas. Oui. Bonsoir, Monsieur Cos, et merci pour cette belle conférence. La question que je voudrais vous poser ce soir concerne la fin d'analyse de type lacanienne et sa traversée du fantasme. Je sais que vous avez établi des ponts et des passerelles entre la psychanalyse et la théologie. Comment, à la fin d'une analyse de type lacanienne, peut-on aborder la question de Dieu? Est-ce que ça peut être... Vous pouvez me répondre un petit peu rapidement. Merci. Vous êtes combien de lacaniennes dans la salle là? Vous êtes nombreux là? Enfin, je vais répondre très rapidement parce que ce serait une autre conférence. C'est une autre conférence. Je dirais qu'un des éléments de ce qu'on pourrait répondre, c'est que précisément, on voit bien qu'il y a à la fois le fait qu'il y a, disons, dans ce qu'on appelle la fin d'analyse, mais enfin, il y a quelque chose, on pourrait dire, du symptôme qui tombe, il y a des choses qui s'arrêtent, qui cessent, des répétitions qui ne se répètent plus, il y a des nouvelles perspectives qui s'ouvrent, il y a au fond quelque chose qu'on pourrait, j'emploie ce terme avec beaucoup de précaution, qui au fond qui sont une forme de guérison, dans ce sens-là, d'un certain nombre de choses. Et puis il y a quelque chose d'autre qu'il faut tout de suite ajouter, qui est dans le sens de ce que je viens de vous dire ce soir. C'est qu'en réalité, je pense qu'il y a quelque chose qui est marqué par le fait de ce que Lacan appelait le savoir-faire avec son symptôme. C'est-à-dire qu'au fond, il y a quelque chose qui marque aussi la fin, qui est le fait qu'avec ce qui reste là, on sait aussi en faire quelque chose. C'est-à-dire, au lieu que ce soit seulement ce qui nous entravait, nous handicapait, nous empêchait de vivre, se répéter, etc., on peut en faire quelque chose d'autre. Voilà. On peut modifier son rapport à ça en tant que tel. C'est ça qui est au fond. Et donc, ça ne veut pas dire que tout disparaît. Ça veut dire que le symptôme disparaît en tant que tel, mais ça veut dire qu'en réalité, il y a une propre capacité subjective et singulière, finalement, à apprendre à marcher un peu autrement. Mais apprendre à marcher autrement, ça ne veut pas dire qu'on arrêtera de boiter. Ça veut dire que ce qui nous est boité, au fond, n'aura plus le même effet pour nous que ce que ça avait auparavant. Voilà. Et ça change beaucoup de choses. Voilà. Ça change beaucoup de choses. Et ça nous sort en tout cas des idéalisations, souvent psychothérapeutiques, qu'on peut voir un peu partout, qui penseraient au fond que, au fond, tout ça, si vous êtes rétabli en adéquation avec le monde qui vous entoure, alors c'est formidable. Oui, voilà. Je pense qu'il y a quelque chose évidemment qui est tout à fait différent. Ouais. Oui, là-bas. Merci, professeur, pour cette magnifique conférence. Vous avez successivement montré plusieurs marqueurs qui font la différence entre l'homme et l'animal. Le langage, mais vous savez que les animaux, ils parlent aussi, certes moins bien que nous, mais etc. Vous aurez pu dire les outils, mais ils ont aussi quelques outils, etc. Il y a que sur les sexualités, vous étudiez le rut, pas le rut. Là, quand on va aux zoos de Vincennes, on voit des singes qui vont plus loin que nous. Donc ce que je veux dire, ces marqueurs-là, il y a un peu de culture chez les animaux et il y a encore beaucoup de nature chez nous. Mais est-ce que le marqueur n'est pas, dans ce que vous avez dit sur le mythe de la Genèse, où vous avez dit que Adam, enfin l'homme, n'avait pas le droit de goûter à la connaissance, aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de la morale. Les animaux n'ont pas de morale. Hein. Le lion qui tue l'antilope, il n'a pas de morale. Et c'est justement, est-ce que le bon marqueur ne nous est pas donné par Lucifer, enfin Lux Ferrance, le porteur de lumière, qui dit à Adam, tu peux y aller. Et il donne à l'homme sa dignité. C'est plus compliqué pour lui, comme vous l'avez dit tout au long de votre conférence. Mais est-ce que le marqueur n'est pas dans la morale, plus que dans tous ceux que vous avez donnés, qui sont peut-être plus dans le continu? Merci. Pardon, j'ai pas entendu la fin de ce que vous disiez. J'ai pas entendu la fin de ce que vous disiez. Est-ce que vous pouvez répéter? J'ai pas entendu la fin de ce que vous disiez. Ouais. Est-ce que le bon marqueur
D'accord. n'est pas dans le commencement de la morale. Ah, oui. Oui, ben, enfin, D'après la Genèse, telle que vous l'avez dit. oui. Bon, alors, sur la première partie de votre intervention, enfin, moi, je ne partage pas du tout ça. C'est-à-dire, moi, je pense qu'en effet, bien sûr, il y a de la nature. Hein. La nature, c'est-à-dire qu'on sait bien qu'on a aussi des patrimoines génétiques, qu'il y a des éléments naturels en nous, qu'on appartient au monde animal, etc. Je dirais. Mais moi, je soutiendrais que c'est beaucoup plus séparé, distinct que ça. Par exemple, il y a maintenant aujourd'hui des choses qui font beaucoup, qui amusent beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a alors l'autre jour, on a à Montpellier, il y a une conférence, il y a quelqu'un qui donnait sur les bonobos. Et alors on nous expliquait longuement que les bonobos, ils font plein de trucs, etc. Bon, c'est des singes, bon, et bon, sans doute, je dirais, bon. Enfin, il faut quand même pas avoir, enfin, je sais pas qu'est-ce qu'ils pensent les gens, mais il faut quand même pas avoir une perception longue, je veux dire, pour vous apercevoir qu'en réalité, le rapport du sexuel chez l'humain n'a quand même rien à voir avec ça. Rien à voir avec ça. Bon, ouais. Et c'est pas parce qu'au fond, il y a qu'ils inventent des positions ou qu'ils inventent des choses. Enfin, c'est parce que ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, en réalité, chez l'humain, est une forme d'organisation. Parce qu'au fond, c'est un lieu du langage. Hein, le langage qui fait qu'il y a quelque chose qui se distingue fondamentalement de toute cette dimension qui est l'enjeu. Je ne suis pas en train de vous dire qu'au fond qu'on est séparés. Hein, mais en même temps, je suis en train de... Mais ce qu'il faut penser, c'est qu'est-ce qui fait qu'au fond, il y a chez l'humain quelque chose qui, en réalité, n'est pas de cet ordre-là. N'est pas de cet ordre-là. C'est ça qu'il faut penser. Hein. Bon, et je suis assez étonné de voir qu'on soit constamment... C'est ça, c'est un trait de l'époque. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de constamment vouloir nous ramener du côté de ce qui serait, au fond, de dire, mais après tout, l'humain, c'est un animal comme les autres, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Idéologiquement, il faut interroger ça aussi. Hein. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Bon. Sur la question qui est la vôtre, sur la question de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, etc., vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'en réalité, j'ai dit en effet que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était beaucoup plus large que ça, etc., mais ça contient ça. Ça contient en effet la question, c'est-à-dire qu'on voit bien que d'ailleurs la transgression, hein, dans le récit de la Genèse en tant que tel, hein, fait que l'histoire commence à partir de là, c'est-à-dire qu'en réalité, par exemple, la question du choix se pose. La question du choix se pose, c'est-à-dire la question de savoir qu'est-ce que je choisis. Hein, voilà, qu'est-ce que je choisis. Et la question du bien et du mal, c'est pas seulement le bien et le mal au sens de la morale, hein, c'est le fait même de devoir choisir quelque chose. Vous voyez, bien ou mal, hein, ça veut dire dans la dimension qu'il y a chez l'humain le fait même que dès l'entrée presque son existence, se pose pour lui la question de savoir qu'est-ce qu'il va choisir. Qu'est-ce qu'il va choisir. Bon. Et au fond, par exemple, il ne faudrait pas penser, je ne vais pas non plus le développer longuement, que par exemple chez le petit enfant dont on peut penser qu'il est extrêmement dépendant, ce qui est vrai, puisqu'au fond, il y a quelque chose qui est chez l'humain qui fait que l'être humain est aussi un être prématuré, on peut dire structurellement, c'est-à-dire que c'est un être qui même dépend pendant des années d'un autre dont il a besoin vitalement, sans lequel il ne peut pas vivre. Hein, c'est-à-dire qu'il ne va pas ouvrir le frigo quand il est dans son berceau pour prendre ce repas. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là. Bon. Mais ça veut dire mais ça n'empêche pas que chez l'humain, je pense originairement, se pose tout de suite pour lui le fait, au fond, qu'il y a des choses qu'il choisit. Il choisit. Voilà. Et au fond, si on pense en réalité que le choix, c'est pas le fait seulement de choisir, comme nous on le penserait seulement un peu spontanément, où vous avez devant sur la table, je sais pas quoi, la poire ou le fromage, hein, et puis si vous prenez l'un ou l'autre, hein, et que le choix c'est beaucoup plus complexe, c'est pas seulement le choix rationnel, pensé, etc. C'est l'orientation fondamentale de ce qui va être sa propre destinée. Bon, il y a quelque chose qui en réalité marque, et je pense que dans le récit en effet de la Genèse, vous avez tout à fait raison, il y a quelque chose qui dans ce récit-là, dans la dialectique, on pourrait dire du bien et du mal, hein, la dialectique du bien et du mal, marque le fait que, en réalité... voilà. Donc c'est compliqué parce qu'à la fois on pourrait dire que le récit est un récit qui à la fois marque originairement, il y a quelque chose qui manque, qui n'est pas là, etc. Mais après tout, on pourrait aussi penser que le serpent, c'est celui qui rend service à l'humain. C'est-à-dire que, parce qu'au fond, alors c'est la catastrophe, parce que d'un certain côté, mais d'un autre côté, à part de là, l'histoire commence, quoi. C'est-à-dire l'histoire commence, c'est-à-dire que à partir de là, en effet, ça devient compliqué.
Ah, ça devient compliqué. Pour lui, ça devient compliqué à se passer ce moment-là. Ouais. Moi, je voulais juste poser une petite question d'éthique. Vous nous avez dit que, contrairement à l'animal, la naissance n'était pas un fait naturel chez l'homme, que l'humain était dénaturé, entre guillemets. Alors, est-ce que ça autorise toutes les techniques de procréation assistée ? En tout cas, ça veut dire. Je ne sais pas s'il faut que je réponde comme protestant ou je sais pas. En tout cas, ça veut dire que. Ça veut dire qu'en tout cas, évidemment, des questions éthiques se posent toujours à l'humain sur la question de savoir qu'est-ce qu'il va faire, c'est-à-dire la limite. Oui, donc c'est la question de sa propre limite. Comment il organise ses propres limites. Et on sait qu'il n'y a pas de société humaine. Les limites sont mobiles, elles sont variables. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas inscrites quelque part comme ça dans une espèce de loi naturelle. Bon. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de société humaine qui ne se pose pas la question de ses propres limites. Alors ça, évidemment, ce n'est pas toujours les mêmes. Et aujourd'hui, on voit que le temps qui est le nôtre, en tout cas, pose la question... vous voyez, les deux moments, c'est assez intéressant, de l'origine, c'est la naissance, la procréation, et puis de la fin de vie. On pose la question de savoir jusqu'où, comment, où est-ce qu'on met la frontière. Et on voit que ce n'est pas une réponse les réponses ne sont pas simples, mais que toute société humaine affronte ça. Affronte cette question des limites et affronte, nous, aujourd'hui, très concrètement, la question parce qu'on a des techniques particulières en tant que tel. Ça, c'est un premier élément. Donc, en effet, ça veut dire que non, tout n'est pas possible, puisque, d'une certaine façon, la question des limites se pose. Se pose en tant que tel. Mais en même temps, il faut ajouter tout de suite ceci, que, au fond, ça ne veut pas dire pour autant que... ça ne veut pas dire pour autant qu'il y aurait quelque chose qui, dans la procréation, ne serait pas construit. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a toujours dans l'acte de procréation humaine quelque chose qui s'est élaboré. Ça, évidemment, pendant toute une période, ça s'est élaboré par des moyens qui n'étaient pas des moyens techniques. Mais par exemple, après tout, dans les temps primitifs, lorsqu'on faisait appel aux dieux parce qu'une femme n'était pas féconde, ou qu'on donnait tel ou tel machin, telle ou telle potion, on disait ça va marcher, et puis on faisait telle ou telle prière, etc., ils avaient déjà l'idée qu'en réalité, que pour qu'un enfant vienne au monde, il fallait que... c'était un peu plus compliqué que ça. Vous voyez ? Voilà, c'est un peu plus compliqué que ça. Il ne suffisait pas qu'il y ait seulement quelque chose qui soit dit naturel. Et que ça supposait qu'intervienne toute une série de choses. Et que, au fond, pour le dire comme ça, l'humain a sans doute toujours pensé, il faut bien comprendre ce que je vais vous dire, que pour faire un enfant, il ne suffisait pas qu'un homme et une femme. Il fallait toute une série d'autres choses. Il fallait un monde beaucoup plus complexe que ça. Voilà. Et qu'il fallait notamment la présence des dieux. Voilà. Et donc, au fond, la dimension de la technique, elle peut aussi être pensée comme ça. Elle peut aussi être pensée comme étant le fait qu'en réalité, l'humain continue à penser, à construire, à inventer les formes de procréation, finalement, qui sont les siennes. Donc, c'est les deux à la fois. Vous voyez que c'est à la fois le fait qu'il faut penser la question qu'il y a quelque chose d'un rapport à la limite, et en même temps, il faut penser en réalité que, dans ce qu'on appelle la naissance de l'humain, il y a une élaboration, une construction, et que ce n'est pas la technique qui est en jeu, c'est la façon dont on va l'utiliser, c'est qu'est-ce qui est derrière, etc. Ouais. Une question. Pardon. Oui, vous avez évoqué les mythes, un certain nombre de mythes. Je voudrais savoir quel est comment le situer, le mythe, quel est son rôle, et quel est son rôle surtout aujourd'hui. Ouais. Ah oui, ça c'est une question. Je reviendrai l'année prochaine pour faire une conférence là-dessus. Voilà. Mais je pense qu'en tout cas, ça signifie que. Alors, le mythe. Moi, je pense que de manière fondamentale, le mythe, dans sa fonction centrale, est un récit des commencements.
C'est d'abord ça. Et au fond, c'est d'habitude un récit des commencements dans lequel on voit bien qu'il n'est question de personne en particulier. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est l'histoire de chacun. Dans la dimension du mythe comme récit de commencement, si vous prenez le mythe biblique de la Genèse, il y a Adam et Ève, mais ce n'est pas Monsieur Adam et Madame Ève dont il est question. Ce dont il est question, c'est que Adam et Ève dit quelque chose de générique, qui dit au fond ce qui au fond opère pour chacun. Ce qui opère pour chacun. Ce qui fait que chacun passe par là. Bon, voilà. Et donc les grands mythes religieux ou culturels tels qu'ils ont été constitués, comme mythe des commencements, comme récit des commencements, finalement, disent quelque chose dont on voit bien qu'ils ont comme ambition fondamentale de dire ce par quoi chacun doit passer. Chacun doit traverser en tant que tel. Bon. Donc ça c'est une dimension du mythe en tant que du mythe. Et au fond, mais la dimension donc, qui est derrière consiste, évidemment, c'est aussi ce qu'il faut ajouter, consiste à dire sans doute que, au fond, c'est aussi de dire que seul le langage du mythe est capable de dire quelque chose qui s'appelle l'origine. Parce que précisément ce qui s'appelle l'origine n'est pas une dimension chronologique, vous ne pouvez pas le dater, sur un segment en tant que tel. Freud pense à un qui va faire ça. Hein, voilà. Mais au fond, c'est une dimension dont moi je dirais qu'elle est logique, c'est-à-dire qu'elle est reconstruite en tant que telle, je dirais, mais qui dit pour nous quelque chose d'immémorial, qui dit quelque chose, au fond, pour lequel, en réalité, c'est une mémoire immémoriale, c'est-à-dire de quelque chose perdu dans la nuit des temps, hein, qui fait que, en réalité, l'origine est perdue, toujours dépassée. Donc, vous voyez cette fonction centrale. Alors, du coup, la question qui est la vôtre, c'est là où c'est très intéressant d'y réfléchir, c'est au fond, on voit bien que du coup, les mythes, ça se termine à un moment donné. C'est-à-dire qu'au fond, alors il y a peut-être des mythes contemporains, il faudrait voir ce que ça signifie aujourd'hui, comment on les pense, etc. Mais en réalité, on est peut-être aussi une époque qui est une époque sans mythe fondateur. Sans mythe fondateur, d'où évidemment toute une série de questions qui se posent, sur lesquelles on pourrait revenir, sur la compréhension même qu'on a de l'humain en tant que tel, sur ce qui fédère l'humain, parce que le mythe a cette dimension centrale de faire cohésion, de faire lien, hein, de faire sens et lien en tant que tel, je dirais, de faire commun, de faire communauté en tant que tel. Qu'est-ce qui se passe lorsque une communauté n'a plus de mythe? Voilà. Et donc ça veut dire que ce qui se passe, c'est que quelque chose du commun n'est plus, quelque chose du lien se délite en tant que tel, je dirais, voilà. Bon. Et ça, moi, je pense que c'est une dimension, évidemment, qu'il faudrait réfléchir, mais ça, j'ai pas de réponse sur j'ai des réponses sur la fonction, enfin, je vois bien comment la fonction, mais pas sur, sans doute, quels seraient aujourd'hui les mythes contemporains, évidemment, qu'on pourrait reprendre. Ça, ce serait évidemment intéressant de réfléchir, ouais. Bon, on prend une dernière question. Michel ? C'est pas tellement une question, je voudrais vérifier que j'ai bien intégré, bien compris, parce que l'information n'est pas du tout sciences humaines. Mais pour rebondir sur la question qui vous a été posée, je ne pense pas que, compte tenu des définitions que vous donnez, moi, que j'adhère totalement de l'humain, je ne pense pas que le mode de création soit important. Que ce soit création naturelle, que ce soit de la PMA ou que ce soit de clonage, de toute façon, le résultat peut parfaitement être un humain, puisque de toute manière, il peut parfaitement répondre aux critères que vous avez donnés. Puis, au bout du compte, ce qui serait totalement inhumain, c'est le meilleur des mondes, si je comprends bien. D'ailleurs, c'est la critique d'Huxley. Mais, autre chose, vous avez éclairé pour moi d'un jour nouveau un titre qui, bon, j'essayais de comprendre, mais qui est toujours... C'est le titre « Le premier homme » de Camus. Et là, je crois que vous l'avez bien éclairé dans votre démarche de ce que c'est le premier homme. Et on le comprend très bien, c'est bien ce que Camus essaie de développer. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Oui, mais j'ai pas de commentaire tellement à faire à ce que ajouter ce que vous dites. Sur la dimension bon, évidemment, c'était pas mon propos ici, mais il faudrait là prendre beaucoup de temps pour réfléchir, parce que je sais que c'est tout un débat, évidemment, sur la question de nouvelles procréations, etc. Bon. Moi, je partage, évidemment... il ne s'agit pas du tout de dire, en effet, qu'il y aurait l'idée que, du coup, dans les méthodes ou les techniques de procréation, telles qu'on pourrait les inventer ou les penser, il y aurait du non-humain. Hein.
Ce qui est plutôt interrogé, ce serait plutôt le fantasme qui est derrière. Hein, c'est-à-dire, c'est le projet qui est derrière, évidemment, qui est questionnable. Ce n'est pas le processus lui-même. Hein, c'est plutôt, au fond, les raisons profondes, on peut dire. Hein, les raisons profondes, finalement, qui poussent à faire telle ou telle chose plutôt que telle autre. Hein, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on construit ? Qu'est-ce qu'on veut, hein, donc, si on suppose qu'en effet, on est toujours aussi porteur soi-même d'un certain nombre de projets qui nous précèdent et qui pèsent évidemment sur l'humanité en tant que telle. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a une responsabilité de nous, notre temps, hein, pour les générations futures. Hein. La responsabilité pour les générations futures, elle n'est pas seulement de dire il faut se réfréner, il faut faire ceci ou cela, etc. C'est de penser ou de réfléchir pour nous-mêmes, finalement, les raisons qui font que nous faisons ce que nous faisons. Voilà. Et c'est ça, évidemment, et ça, c'est... Alors que souvent, on voit bien que les rapports à la technique sont seulement le fait que de dire c'est possible ou c'est pas possible. Hein. Mais la question est un peu ailleurs. Voilà, voilà. Sur la question du premier homme ou de Camus, je n'ai pas du tout pensé à ça, évidemment, mais ça, évidemment, c'est vous éclairer ça de belle manière, c'est-à-dire qu'en effet... au fond, alors moi je pense à un autre auteur. Il y a vous avez ça, quelque chose de comme ça, enfin, de similaire chez Hannah Arendt, la philosophe Hannah Arendt. Hannah Arendt dit, mais d'une certaine manière, toute naissance, à la fois est une poursuite immémoriale de l'humanité. C'est-à-dire quelque chose qui se poursuit de génération en génération, qui s'hérite, donc il y a quelque chose qui est une continuité, et que toute naissance est une dimension où c'est le premier homme qui naît. Et donc il y a quelque chose qui fait que chaque naissance est comme, Hannah Arendt, hein, est comme l'advenu au monde du premier humain. Hein, parce que précisément elle le pense comme étant le fait que c'est pas seulement le fait d'être là ou de naître processus, c'est que c'est le monde qui s'ouvre à lui, qui dit quelque chose qui sera son devenir ou son avenir lui-même. Voilà. Merci beaucoup, merci pour... Oui, merci pour les bonnes questions et les bonnes réponses. Je vous signale deux choses, que vous avez un rayon librairie où vous pourrez acquérir des ouvrages de Jean-Daniel Causse, et d'autre part, nous avons un verre de l'amitié derrière la porte, et tous ceux qui veulent venir avec nous sont les bienvenus, et vous pourrez parler avec Jean-Daniel Causse.